D'accord. Donc, comme mentionné, l'intitulé du cours, ça s'appelle Vous avez dit sans souris. Et si en fait, le but de ce cours, ça va surtout être d'optimiser en fait notre organisation et de travailler mieux avec notre machine. Parce que pour moi, je pense que quand on travaille ou lorsqu'on fait justement ce genre de choses, ben, en fait, on est en train de collaborer. On collabore avec notre machine et c'est elle qui nous permet en fait de pouvoir faire certaines tâches et c'est nous justement qui avons aussi un certain rôle à jouer. Et donc bien évidemment, si on a le temps de pouvoir aussi échanger, donc je sais que j'ai pas la science infuse et qu'il y a certainement beaucoup de méthodes et beaucoup d'astuces que je peux apprendre et que j'apprendrai certainement dans le long de ma vie. Alors donc, nous allons d'abord commencer par quelques principes donc, que je prends en compte lorsque je travaille ou lorsque j'utilise ma machine. Premier principe, il suffit de demander. Là, cette fois-ci, c'est pas à propos d'une personne, demander à quelqu'un, mais c'est vraiment demander à la machine. Donc en fait, il y a certaines choses que la machine peut trouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que nous. Parce qu'en tant que tel, la machine, si on doit placer un rôle entre l'humain et la machine, elle est plutôt capable de faire des tâches lourdes, rapidement et de façon répétitive. Donc en tant que tel, certaines choses, faudrait la laisser à la machine. Et l'aspect plutôt réflexion, recherche et analyse, donc ça c'est plutôt de notre côté. C'est pour ça que c'est le terme que je dis, s'appuyer sur les outils de recherche. Parce que je pense que pour la plupart des cas, en fait, certains logiciels marchent seulement avec simplement avec CTRL F ou commande F, qui permet en fait de lancer une sorte de recherche. Donc, pour présenter ça, euh, bon, j'ai mis CTRL F ici. Nous avons comme par exemple aussi euh, certains logiciels qui nous permettent aussi d'utiliser des expressions régulières. Je ne sais pas si tu connais. Quoi, le regex? Ouais, le regex. Ouais, bah j'ai appris ça avec mon frère. Ok. Donc, comme par exemple, ça c'est aussi une autre façon de faire des requêtes, justement, avec les expressions régulières. Il y a aussi un outil que j'aime bien utiliser, donc bon, ça c'est plutôt au niveau du terminal. Excuse-moi, Oui, juste, ça, justement, le contrôleur, c'est dans un programme, hein. oui. Ça veut dire Ça. que dans la majorité des programmes, il y a ça, justement. Mais est-ce que je peux faire une recherche sur regex sur dedans? Ça dépend de quel outil on utilise, mais faudrait voir si ça existe. Ça Mais n'existe pas. Il n'y a pas de. ça peut exister, mais j'ai pas trouvé jusqu'ici. Donc, faudrait regarder justement au niveau des Genre un peu ce expressions que fait régulières. Spotlight. Ouais, ce serait super ça. Ouais. Donc, il n'y a pas seulement que les expressions régulières, il y a aussi d'autres méthodes de faire des requêtes ou des queries. Et donc, ça, c'est principalement les expressions régulières parce que c'est assez connu partout. D'ailleurs, même première année en informatique, on nous a un peu appris ça. Donc, mais ça, c'est plutôt dans, je sais plus si c'était outil formel ou langage formel plutôt, langage formel. Mais voilà, c'est un vu. Après, nous avons aussi FZF, qui est plutôt un outil que moi j'utilise principalement pour moi. Donc lui, il sert aussi à explorer les fichiers. Donc j'ai pas vu dans ses options s'il y avait du regex, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait dedans. Et C'est quoi finalement, ça, LSD? ah oui, c'est un outil qui se trouve dans le terminal. Je pourrais même montrer et faire quelques démos, c'est très pratique. Ok, ouais, désolé, je me permets Oui, bien d'intervenir tout sûr. seul. Ah, y a pas de souci. D'ailleurs, ça rend le cours beaucoup plus interactif, donc j'aime beaucoup. Et après aussi, il y a les launchers. Comme j'avais mentionné, Spotlight, donc ça, c'est plutôt une sorte d'outil de recherche pour chercher directement à l'intérieur du Mac, non? Ok, oui. c'est Non, ça, ouais. c'est ça. Et donc, en fait, il n'y en a pas qu'un seul qui existe, et selon, en fait, le type de launcher qu'on veut, ben, on trouve des trucs intéressants. Comme par exemple pour le contrôle F, euh, rechercher comme par exemple ordinateur Wikipédia. C'était une chose que j'avais pas faite, que je faisais pas pendant une grande partie de ma vie, et qui pourtant est vraiment pratique. C'est justement à tout moment en fait je peux faire CTRL F et chercher des expressions donc directement dedans. Donc j'ai écrit niche, machine. Et donc en fait trouver la plupart des expressions en un clin d'œil. Et ça, c'est vraiment une option que j'utilisais pas avant, et pourtant, ça m'a économisé beaucoup de temps. Vraiment, C'est assez. pour moi, au tout début, je le faisais pas. C'est seulement que, je pense que c'était seulement avant de commencer l'université que je le faisais. Ou sinon,
ça c'était une chose que j'avais pas idée, mais en fait, c'est vraiment le truc qui est utilisé dans beaucoup de logiciels et qui existe assez bien partout. Nous avons aussi après FZF, oui, que je voulais montrer. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa parce que on va entrer comme par exemple dans... Oui, on peut laisser à partir de là. Donc si je lance FZF, en fait, il va directement chercher dans l'architecture et dans les dossiers et sous-dossiers de mes répertoires. Et en fait, nous permettre de chercher des éléments. Donc si j'écris comme par exemple comment, il va me permettre de trouver parmi toute une liste les trucs que je cherche. Par exemple, on va aller dans Cargo. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est trop bien. Mais après, c'est... non, c'est-à-dire si dès le moment on a un terminal, en tout cas je sais que sur Unix, donc pour Linux et Mac ça existe. Pour Windows, il faudrait voir comment ça s'installe. Ouais, avec Linux. Et je crois que ça existe aussi avec Mac. Donc ça c'est un utilitaire qui va juste nous retourner en fait le chemin. Donc oui, c'est juste un programme. Et après donc pour l'usage, faut voir comment on l'exploite après parce que c'est-à-dire on prend FZF comme par exemple, hop, et normalement si je prends CD normalement qui prend le truc jusqu'ici, même je pense que je vais ouvrir avec Vim, et que je fais search .rs, ouais, il ne le voit pas tout de suite, parce que je pensais qu'on le faisait comme ça, mais en fait on doit certainement faire Vim, tac, et ensuite FZF. Donc si je fais search, ouais voilà, à partir de là je peux l'ouvrir directement comme ça. Donc j'aime bien le fait qu'il respecte aussi cette configuration de chez Unix et surtout dans les réglementations POSIX, c'est qu'il fait qu'une seule chose à la fois. Donc il explore dans les sous-dossiers et il ne fait seulement que retourner ce qu'on a choisi. Donc grâce à ça, je peux le combiner avec d'autres programmes, que ce soit avec Vim, que ce soit avec un autre explorateur de fichiers qui s'appelle LF. Il y a encore beaucoup de trucs que je peux faire avec. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça nous ouvre en fait des portes à un autre type de programmation. Bon, ça s'appelle le scripting, mais ça, je pourrais montrer. Et juste là, Oui, Homebrew, c'est vraiment ultra pratique. C'est un package manager qui permet en fait de juste taper brew, ensuite install le logiciel qu'on veut et ça s'installe. ok. Donc, ouais, je recommande en tout cas d'utiliser Homebrew parce que la plupart du temps, il nous permet de rendre plus rapide l'installation de certaines choses. Donc, on pourra voir tout à l'heure pour installer Homebrew parce que Ok. c'est aussi très pratique. Parce que sur Linux aussi, on a des package managers. Moi, je suis plutôt chez Debian, donc moi, c'est plutôt apt. Mais c'est à peu près ça. Au niveau même du launcher, voilà, donc ça, c'est ce que j'aime bien. Au début, j'avais aussi le launcher par défaut pour Gnome chez Linux. Mais maintenant, j'en ai un qui s'appelle Rofi. Donc, ce qu'il fait, c'est juste ce qui m'affiche, en fait, la plupart des applications que je veux utiliser. Mais, bon, je pense que vous vous en rendrez compte par la suite. En ce qui concerne ces applications-là, je les aime beaucoup lorsqu'elles sont sur le terminal. Et j'expliquerai pourquoi et donc comment ça favorise finalement mon workflow. Et donc ici, à partir de là, je peux exécuter en fait les logiciels que je veux. Et en plus, je peux étendre en fait la fonctionnalité de Rofi en le combinant avec d'autres choses. Comme par exemple, j'ai aussi écrit mes propres scripts pour que je puisse les exécuter avec ça. Donc j'avais aussi écrit un script comme par exemple YouTube. Et je vais mettre comme par exemple informatique. Donc, ça c'est ouvert là-bas. Voilà. Et donc en fait, ça va directement chercher l'élément informatique sur YouTube. Bon, après ça c'est un peu de la triche parce que ça je vais brancher aussi la souris. Bon, c'était le titre du truc, donc on va dire que j'étais dans le thème. Mais en fait, dans l'URL de YouTube, on voit que nous avons une zone qui s'appelle query. Et si on modifie l'intérieur, comme par exemple, je vais mettre chat, ça va faire la recherche avec chat à l'intérieur. Donc je me suis dit, ah mais alors, je pourrais peut-être écrire un script qui me permet en fait de chercher sur YouTube et d'avoir ça. Et donc je l'avais écrit d'abord sur le terminal, et après j'ai décidé de le rendre accessible via Rofi. Et donc maintenant je peux l'exécuter depuis n'importe où sur ma machine. Non, ça bypass pas vraiment les interfaces, c'est juste que ça lance ça parce que en fait pour ce qui concerne le scripting, j'aime beaucoup le terminal parce qu'en fait
tout ce qu'on est capable de faire dedans, on peut l'automatiser, le modifier ou en faire un peu ce qu'on veut. On peut vraiment jouer avec. Et donc sur le terminal, c'est vrai qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle Firefox, qui permet juste en fait d'ouvrir Firefox. Et donc on peut mettre Firefox avec un lien dedans, et c'est comme ça que ça marche. Donc si je fais Firefox avec google.ch, ça m'ouvre Firefox avec l'adresse URL de Google. Et juste, on est d'accord, je profite que je suis Mhm. pour poser des questions super. La syntaxe des terminaux est différente pour chaque système d'exploitation. Non, oui, ça dépend plutôt en fait, on va voir tout à l'heure, mais ça dépend du shell utilisé. Parce que, du shell. Parce qu'en fait, on va dire que, oui, le terminal, c'est la boîte, quoi. Et le shell, en fait, c'est, on va dire, le logiciel qui s'exécute dedans. Et donc, en fait, il y en a différents types de shell, et donc chacun choisit son shell. Mais normalement, pour ce qui concerne Mac, ça doit soit être Bash ou soit être Z-Shell. Mais les deux, en fait, c'est la même syntaxe. Ok. Bah, pareil, pour moi, c'est aussi Bash, en tout cas. Ça veut dire que si j'apprends à utiliser le terminal sur Mac et que je passe, Oui, j'ai pas besoin de réapprendre une syntaxe, c'est la même. C'est ça. Sauf peut-être la différence, bon, c'est la même chose qu'avec les interfaces graphiques. Faudra juste voir en fait quelles sont les applications qui pourront être utilisées justement. Bon, après, je pense que au niveau terminal, la seule différence, ce serait peut-être l'installateur ou le gestionnaire de package. Donc pour nous, c'est apt. Pour toi, ça va être brew. Donc il n'y aura pas trop de différence là-dessus. Mais aussi donc si on en apprend un, en fait même pour apprendre d'autres qui sont un peu plus exotiques, c'est assez rapide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre ce launcher un peu spécialisé parce que voilà, j'aime bien écrire mes scripts et j'aime bien pouvoir en fait y avoir accès quand je veux. Parce que ça me permet d'avoir en fait un contrôle plus personnalisé sur mon système. Mais en fait c'est juste une application qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Il n'y a rien de magique derrière. Voilà, nous passons maintenant au deuxième principe, qui dit juste ne te répète pas. C'est juste pour dire qu'en fait, du mieux qu'on peut, il faut utiliser des templates. Donc j'appelle template en fait une sorte de moule qui contient déjà l'essentiel des choses. Parce que parfois lorsque nous produisons ou faisons des choses, en fait il y a des choses qui se répètent tout simplement. Et on n'a pas besoin en fait de répéter des choses qui existent déjà. Et donc au niveau du template, en fait il y a plusieurs méthodes pour utiliser ça. Donc c'est pas vraiment forcément de la programmation, mais c'est juste en fait trouver ce qu'on fait ou ce qu'on répète assez souvent. Donc, par exemple au niveau des mails, je sais que normalement la majorité des clients mail comme Gmail ou bien même Outlook nous permettent en fait d'avoir des sortes de oui, je crois qu'ils appellent ça des modèles qui sont déjà faits ou déjà préconçus ou qu'on peut nous-mêmes créer pour pouvoir en fait les utiliser plus tard. Donc si je vais voir Gmail, ah oui c'est vrai, avec le conteneur bizarre. C'est-à-dire que si j'écris, oui, pas de souci. Du coup alors, je vais juste préparer ça. Parce que je sais pas si j'ai mis. Ouais. Partir d'ici. Donc c'est au niveau donc des modèles, c'est-à-dire que je peux en fait créer un nouveau message. D'ailleurs, j'ai juste cliqué ici pour ouvrir le nouveau message. Et en fait, je peux aller dans les options qui sont ici. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle la modèle. En fait, j'en ai déjà un qui a été créé, comme par exemple le modèle prochaine réunion. Donc lorsque je clique dessus, en fait, j'ai déjà l'objet du message avec le contenu. Donc à partir de là, j'ai juste qu'à changer les éléments qui ne me vont pas. Et finalement, avoir déjà quelque chose qui existe. Et après, je dois juste aussi mettre le destinataire qui va avec. Malheureusement pour cette option, j'ai pas encore vu la possibilité de pouvoir directement joindre joindre justement des objets, mais ça pourrait être une prochaine fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Donc ça c'est comme par exemple pour faire des templates de mail, mais il y a aussi des choses qui sont déjà préfaites, parce que pour moi Internet c'est vraiment une énorme base de données accessible. Et en fait, on peut aussi chercher comme par exemple des exemples de lettres. Donc si comme par exemple on veut faire une lettre de motivation, une lettre d'excuse ou une lettre
de convocation, en fait, tout ce genre de choses existe déjà. Donc en fait, on n'a plus qu'à faire nos recherches selon en fait ce que on veut. Donc pour ce site-là, je l'aimais beaucoup, donc je l'ai aussi déjà fait. Donc si je fais lettre, ensuite que je fais invitation, comme par exemple, il va me tirer justement tous les types de lettres qui sont en rapport avec l'invitation. Et donc je peux checker, consulter, en fait, voir comment ils ont écrit, prendre le template et en fait modifier ce qu'il y a à modifier. Donc ça peut économiser pas mal de temps parce que c'est vrai que en tant que tel, quand il s'agit d'écrire des lettres, l'aspect formel, je trouve ralentit un peu le processus. Mais vu qu'il faut le faire, c'est pas mal d'avoir un peu d'aide. Donc ça, c'était pour le type mail. Il y a aussi des choses qu'on peut faire en fait, comme créer des arborescences. Par exemple, ça c'est pour mes projets. Donc lorsque je crée un projet, en fait, j'ai déjà un script en fait qui va me créer les fichiers dont j'ai besoin. Donc si c'est un dossier pour mes sources, un dossier pour mes images, des fichiers que je vais éditer. Bon là c'est aussi des fichiers Markdown. Donc ça crée tout d'un bloc, tout d'une fois, et j'ai pas besoin en fait de chercher midi à 14h ou refaire ça. Parce que donc mes projets ont souvent la même structure, donc ça me permet de rester assez concis. Parce que je crois que si c'est ça, donc je vais faire comme par exemple, parce que si je regarde dans mes projets, donc en fait j'ai déjà tout ça qui est créé. Mais si je fais en fait un create project, donc c'est juste une sorte de template qui va créer ce qu'il me faut, et que je l'appelle comme par exemple démo, hop. Donc maintenant j'ai à disposition le projet, donc je peux le trouver en fait dans session, et ensuite projet, ça c'est des projets, et démo, et donc voilà, j'ai mon arborescence qui se trouve ici, avec les éléments qu'il me faut. Donc ça peut être très pratique lorsque on fait comme par exemple même des travaux de recherche ou des travaux pratiques. Si on voit finalement qu'il y a des patterns ou des éléments qui se répètent, en fait on peut se créer nous-mêmes des moules ou des templates qu'on peut utiliser. Bon après, je ne pourrais pas parler de templates sans parler de snippets de code. Surtout lorsqu'en fait on développe, ça c'est dans le domaine là où on écrit dans les langages de programmation, mais en fait il y a aussi des blocs de code souvent qui se répètent et qu'on n'a pas besoin en fait de réécrire ou de répéter. C'est comme si à partir de là je vais dans temporary, et ensuite si je crée un fichier comme par exemple je pense que je vais l'appeler main.rs, donc c'est un fichier Rust. Souvent je sais plus ce que c'était le début, donc j'écris juste main, je développe, ensuite il m'écrit en fait le reste de la fonction. Comme ça me permet en fait d'écrire beaucoup plus rapidement et de ne pas nous répéter lorsque on fait des choses. Donc ça c'était aussi pour les snippets au niveau du code. Je crois qu'aussi même pour des outils comme Word, il y a aussi la possibilité d'avoir des choses comme ça pour pouvoir en fait générer du texte sans avoir à trop se poser de questions. Et après il y a aussi finalement des documents qu'on peut en fait créer, des templates qui existent soit déjà, donc par exemple j'avais aussi déjà cherché une fois sur internet, comme par exemple je crois que c'est project template. Et en fait, il y a déjà en fait des templates de projets qu'on peut installer ou télécharger assez facilement. Donc certains sont en Word, certains sont en Excel. C'est à voir en fait le format qu'on veut utiliser. Donc c'est pour ça que je trouve le pouvoir des templates est vraiment propre et intéressant. Comme par exemple, je m'en sers aussi comme par exemple pour créer mes supports de cours. Donc c'est juste en fait une checklist qui me permet de voir en fait quels sont les éléments que je dois prendre, aborder et mettre en place. Donc je trouve vraiment c'est un gain de temps énorme et phénoménal. Et donc on se sert de la capacité de stockage et de rétribution de la machine pour pouvoir les avoir. Après ça peut très bien être il n'y en a pas besoin de faire des trucs trop compliqués, donc on peut créer un dossier template, là on met en fait tous les templates dont on a besoin, et quand on a besoin de créer quelque chose, en fait on va chercher directement dans ce dossier template. Donc les templates, c'est bien.
Maintenant, on passe au troisième principe qui dit juste il n'y a pas un raccourci. Alors ce principe-là est assez simpliste dans sa façon de faire parce que c'est juste des raccourcis qu'on apprend lorsque on utilise un outil. Parce que parfois, un logiciel, lorsqu'il est développé et qu'on lui donne des raccourcis, c'est que ces raccourcis sont là pour nous permettre de faire la tâche ou le travail plus rapidement. Donc que ce soit donc dans des logiciels d'édition, que ce soit dans des logiciels même comme je pense Photoshop aussi. Donc il y a beaucoup de logiciels en fait qui utilisent des raccourcis clavier et c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup usage parce qu'on est vraiment habitué à une interface avec une souris. Moi je trouve que finalement pouvoir combiner les deux est un réel avantage. C'est-à-dire qu'on prend à la fois le meilleur des deux points et en fait on augmente vraiment de façon significative notre productivité. Donc conseil, quand on utilise un logiciel, c'est toujours intéressant de voir en fait les raccourcis clavier qu'on a. Donc pour ceci, donc ouais, je parlais des raccourcis clavier parce que comparé par exemple à la souris, ce que je trouve de super dans la souris, c'est que c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Donc dans l'histoire de l'informatique, le clavier était venu avant la souris parce que en fait on avait commencé avec des terminaux, mais avec l'arrivée de la souris, l'avantage c'est que maintenant on se retrouvait avec une interface graphique et qui était maintenant manipulable pour beaucoup de personnes. Parce qu'avant, vraiment avec des terminals, il fallait au moins connaître 5 à 10 commandes pour pouvoir se sentir à l'aise dedans. C'était pas donné à tout le monde, c'était pas vraiment accessible à tous, mais maintenant avec une souris qui nous permet de manipuler des entités comme des objets, ben, en fait on a beaucoup moins de choses à faire, c'est vraiment beaucoup plus intuitif. Mais quand il s'agit après d'aller un peu plus vite, c'est bien de pouvoir connaître quelques raccourcis clavier. Et donc grâce à ça, ça nous permet en fait de passer certaines étapes qui pourraient mettre un peu plus de temps avec la souris. Par exemple, l'un des outils que j'aime bien utiliser, c'est comme par exemple les Tiling Windows Manager, qui sont assez pas mal, parce qu'en fait, chaque système d'exploitation a son gestionnaire de fenêtres. Il y a aussi la possibilité de changer de gestionnaire de fenêtres et d'en avoir aussi d'autres qui peuvent être intéressants. Et l'intérêt avec les Tiling Windows Manager, donc les gestionnaires de fenêtres qui sont plutôt coupés et divisés, c'est qu'ils gèrent eux-mêmes en fait la répartition des choses. Donc on peut voir ça de cette façon-là. Parce que jusqu'ici, la plupart des choses que j'ai faites, c'était au niveau du clavier parce que j'ai la possibilité en fait d'exécuter, donc ouvrir une nouvelle fenêtre. Oups, duplicate. Ouais, d'ouvrir une nouvelle fenêtre, de switcher entre les fenêtres, de les grouper, de les séparer, de les envoyer dans un autre workspace. Et tout ça, en fait, c'est directement via le clavier. Donc, à ce niveau-là, je n'ai jamais, où j'utilise presque à 1% ou 2% la souris pour la plupart de mes manipulations. Donc, comme ça, je peux tout faire, en fait, à partir du clavier. Et finalement, le clavier devient presque comme une manette. C'est assez sympa. Donc, il y a plusieurs types de Tiling Windows Manager qui sont proposés sur Linux et qui sont assez pas mal, mais sauf qu'après ils nous séparent directement de l'environnement bureau de base. Mais sur Windows et sur Mac, il y a justement des Tiling Windows Manager qui sont mis ensemble avec... oui, si je me trompe pas, ouais, ces Tiling Windows Manager donc donc peuvent aussi être utilisés avec l'environnement de base. Donc c'est-à-dire qu'on peut switcher très facilement entre la souris et entre la manipulation avec le clavier. Donc c'est juste ça. Donc lorsque j'ouvre une nouvelle fenêtre, ça redimensionne. Oups, encore une fois. Ça redimensionne en fait de façon automatique les choses. Donc j'ai juste qu'à appuyer sur certaines touches pour pouvoir en fait m'amuser, manipuler les choses comme ça. Donc aussi que je vois pourquoi est-ce que il arrête le partage en dupliqué lorsque j'ouvre une nouvelle fenêtre ici. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concerne les Tiling Windows Manager. Windows, je crois qu'il y a NNN. Pour Mac, il y en a aussi un autre, mais je sais plus de quel. Il y en avait d'autres. Je crois que j'en ai vu 2 ou 3, mais j'ai oublié les noms. Mais ceux-ci existent en tant que tel.